bien entendu, la publication des résultats, l'entrée en 7e année, le brevet d'études du premier cycle, mais également le baccalauréat unique. Justement, c'est sur ce dernier examen que nous allons mettre aujourd'hui le gros focus. Est-ce qu'il y a des avancées au niveau des écoles publiques? Que dire aujourd'hui du système éducatif, bien entendu, qui s'occupe davantage de l'enseignement public? Est-ce qu'il y a des avancées? Boubacar Sansobari, à vous la parole. Vous savez que l'année dernière, on avait commencé l'exercice à nous intéresser au rapport entre les écoles publiques et les écoles privées, dans la mesure où dans la mesure où ce sont d'importantes sommes qui sont investies notamment dans le secteur de l'éducation publique en Guinée. Et si les résultats ne se reflètent pas toujours avec la même proportion. Exactement. On doit pouvoir s'interroger. Aujourd'hui, sur la base des résultats du baccalauréat qui ont été rendus publics récemment, ce que j'ai fait, j'ai pris un échantillon des 50 premiers pour chacune des options à l'enseignement général. Sciences expérimentales, sciences mathématiques, sciences sociales. Et sciences sociales. Pour voir quels sont les candidats de ces 150 personnes, de ce lot de 150 premiers de la République, quels sont ceux qui sont, combien sont issus des écoles privées, combien sont issus des écoles publiques, et même combien sont issus, étaient candidats libres. Les candidatures libres. Alors, au niveau des sciences expérimentales, des 50 premiers, vous avez le public, c'est 7 qui viennent. 7 sur 50. Oui. Des 50 premiers de la République en sciences expérimentales, c'est 7 qui sont issus des lycées publics. Vous avez 3 comme qui étaient candidats libres et vous avez 40 qui sont venus du privé. 40 du privé, 7 du public. Oui. L'écart, il est océanique. Hein? Et il est encore. Guillaume Wing doit se réveiller. Et il est encore plus océanique. Guillaume ne gère pas. Au niveau des sciences mathématiques. C'est un spectateur dans son département. Non, mais ça doit interpeller, mon Yomassi. Oui, allez-y. Ça doit interpeller plus haut que Guillaume. C'est vraiment c'est scandaleux, ça. Au niveau des sciences mathématiques, sur les 50 premiers de la République, vous avez 3 qui sont issus du privé, du public plutôt. 3 seulement. Oui. Candidat libre 0, 47 du privé. L'État a démissionné. C'est la réalité. Sciences sociales. Ça estomac, hein. Ça sert même. C'est sciences sociales. Public, vous avez 9. Candidat libre, vous avez 3. Privé, 38. Et on a du coup au total, sur les 150 premiers de la République dans les 3 options, vous avez un total de 19 qui viennent du public, 125 qui viennent du privé et 6 qui sont candidats libres. Et ils viennent de quelle école, ces candidats libres-là? Non, candidats libres, on n'indique pas. En termes de proportion, sur les 150 personnes, vous avez 12,66% qui sont issus du public, 4% candidats libres et 83,33% qui sont issus du privé. L'enseignement est privatisé en République de Guinée. On va aller à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission parce que cette analyse doit estomaquer plus d'un. On doit prendre des dispositions draconiennes. Sinon, quand on n'a pas d'argent, on ne peut plus, ces enfants ne pourront plus étudier dans notre pays. Rapidement, sciences expérimentales. Gardez bien le micro. Oui, sciences expérimentales sur les 50 premiers. Oui, les 50 premiers, donc les lauréats. Oui, les lauréats. Ceux qu'on va certainement envoyer à l'extérieur. Ces 7 viennent du public, 40 viennent du privé et 3 étaient candidats libres. Sciences mathématiques, 3 viennent du public, 47 du privé, aucun candidat libre. Sciences sociales, 9 viennent du public, 38 viennent du privé et 3 candidats libres. Nous avons un total du coup de 19 qui viennent du public, 125 qui viennent du privé et 6 candidats libres sur un total de 150. En termes de proportion, vous avez dans l'ordre 12,66 pour le privé, 83,33 pour le privé, disons 12,66 pour le public, 83,33
pour le privé et 4 pour les candidats libres. Alors, on va partir avec la régie avant de donner la parole au chroniqueur, puisque l'invité aussi est déjà arrivé, Baouri, qu'on fera réagir d'ailleurs sur l'évolution de ces résultats, parce que jusqu'ici, on est en train de comprendre que au niveau du public, ça n'étudie pas du tout, c'est au niveau des écoles privées qu'on enregistre des succès. On va donc partir avec la régie, comme je le disais, pour écouter le premier de la République. Son nom, c'est bien Adolphe Irénée Koli. Et il est de la région de la préfecture de Nzérékoré. Il vient d'une école privée. Sainte-Thérèse. Ouais. Après les résultats du brevet, je n'avais pas été premier de la région, mais je me suis dit que la prochaine fois, soit je suis premier de la République, soit je suis premier de la République. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Donc il y a longtemps, je peux dire plus de 3 ans, que je m'étais fixé cet objectif. Donc c'est pourquoi depuis 3 ans, je ne fais que travailler. J'ai travaillé méthodiquement et j'ai toujours prié et aussi mis ma foi en Dieu et y croire. L'objectif que je m'étais fixé, c'était d'atteindre la moyenne de 19,50 ou plus. Mais vous savez, dans la vie, on n'atteint toujours pas toujours exactement ce qu'on veut. Voilà, c'était à l'instant le premier de la République, option sciences mathématiques, Adolphe Irénée Koli de Nzérékoré. On va revenir ici à Conakry pour écouter également la première de la République. Elle, c'est de option sciences sociales, Fatmata Chimère Somparé, elle aussi. Pas une école publique, hein, c'est toujours des écoles privées, Saint-Georges de Taouya. Je suis heureuse et très fière de moi parce que j'ai réussi à atteindre mon objectif après tout ce que j'ai fait pendant l'année scolaire, tout le travail acharné que j'ai effectué. Les révisions étaient intenses parce que quand on finit les cours à 14h, on continue la révision jusqu'à 17h et parfois avec les embouteillages, on rentrait tard à la maison. À la maison aussi, on rentrait parfois pour réviser encore. Du coup, c'était compliqué, mais comme on l'a réussi. Et il faut ajouter que le taux de réussite, cette fois-ci au baccalauréat en région forestière, c'est le taux le plus élevé, c'est 37,48%. Et le premier de la République aussi en sciences expérimentales vient de la région forestière, Massanta précisément. Son nom, c'est Justin Guilavogui. On continue à dormir dans les écoles publiques, Lamine Monima Sissi. Alors, peut-être que le volet financier, on va parler de cela plus tard. Une autre fois, oui. Oui, parce que moi, j'ai suivi un débat très intéressant dans un des plus grands forums, si ce n'est le plus grand forum sur l'éducation, la tribune de l'éducation, qui est créée par les professionnels de l'éducation, du système éducatif. Et là-bas, les échanges sont très, très intéressants. Et ça, très pertinents. Très pertinents. Très pertinents. Et donc, il y a des débats intéressants, notamment sur les résultats. Les spécialistes viennent analyser, mais aussi il y a des informations. Donc, il y a des informations qui ont été révélées sur l'enveloppe, le pactole qui a servi à organiser les examens. Il y a assez de doutes là-dessus. Ah bon? Donc, oui, le ministre Guillaume Abinga est face à la presse demain. Il est face à la presse demain. Oui. Ah, ça, c'est une bonne chose. Donc, il doit pouvoir répondre à toutes ces interrogations. Précisément. Voilà. Mais ce qui importe pour le moment, c'est le niveau. Et parce que d'abord, il y a un questionnement, c'est qu'on est passé de 9% l'année dernière à 27%. Je ne sais pas comment scientifiquement cela peut être expliqué. En tout cas, les spécialistes que j'ai... Une précision mathématique. Ouais, ça, on ne sait pas comment ça peut être expliqué. On attend le... La question se pose. La question se pose. Si la question... 9% à 27%. Ah, si la question se pose. Elle a posé la question. La question ne doit pas se poser parce qu'il y a du travail qui a été fait. Quel travail? On parlait des réformes, mais là, il y a... Non, mais attendez. On avance. Non, on parle de l'avenir du pays. Là. Non, je suis d'accord. Quand on parle de 9%, 27%, mais c'est pas sorcier. On ne peut pas dire parce qu'on a eu 9%, il faut qu'on reste à 9%, ou encore les années à venir, il faut 15%. Je suis désolé quand même qu'on dise que c'est le progrès qu'on a demandé. Et il y a des rectifications qui ont été... Justement, c'est ce qu'on a toujours demandé aux autorités. Lorsqu'il y a eu des examens et que vous voyez que le taux d'admission est très faible, tirez des leçons, essayez de corriger pour que les années à venir, qu'on puisse avoir des résultats probants. Et je pense qu'il y a un travail en amont qui a été fait. Inutile de rappeler de tout ce qui a été dit la fois dernière, pour ce qui est de la formation, même si quelque part c'est de façon critique. Il y a des avancées, mais pas dans les écoles publiques. Non, là on est d'accord.
là, on est d'accord. Non, mais moi, je parle de... Non, c'est ce que vous dites là. Non, je parle de chiffres. On payait. Je parle de chiffres. Normalement, ça devrait être... Je parle de chiffres. Mais là, on est en train de... Mais là, on parle... Non, là, on est d'accord. Là, on est d'accord. On parle de façon globale par rapport au pourcentage de réussite. 9%, qu'on vienne à 27%, une différence, disons, de 18%. On questionne le pourquoi. Parce que, regardez, il y a eu cette année... C'est parce que les leçons ont été tirées, c'est parce qu'il y a une certaine prise de conscience au niveau des élèves et des parents d'élèves, etc. Justement, du privé. Donc, c'est pourquoi j'ai dit... C'est pourquoi j'ai dit la question ne doit pas être posée. Je pose la question de savoir, et peut-être que Guillaume nous donnera la réponse demain. Dans quel pays, dans quel système, s'il y a un précédent en la matière que le résultat d'un examen soit triplé l'année suivante. Et quelle explication peut-on donner à cela? C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas avoir un résultat plus considérable que ce qu'on a eu l'année précédente, mais de 9% à 28%, multiplié par 3 le taux de réussite donc, aux examens. Donc on veut bien savoir quel est le miracle, quel est le secret miraculeux, parce que ça, ce n'est pas de réalisme, ça. C'est vraiment, ce n'est pas objectif, ça doit être subjectif, il doit y avoir de l'irréalisme dans cela. Ça, c'est une première question. Le questionnement, il existe et nous voulons en être éclairés. Deuxièmement, c'est par rapport, par exemple, à... Il y a Sanso qui a relevé là, les 50 premiers, le taux, il a donné le taux de plus de 80%. Plus de 80% viennent de lauréats. Privés. Alors, on était là tous les jours en train de commenter la grève des enseignants contractuels. On pensait que c'était banal. Ça n'a pas d'effet. Ça ne faisait même plus d'écho, et même dans les médias. Et parce qu'on les voyait dans la rue. Et comme ça ne mobilisait pas, on détruit. Parce que dans ce pays-là, tant qu'on ne détruit pas, tant qu'on ne casse pas, et ça ce n'est pas que propre à la Guinée, malheureusement. Même en France. Ça c'est propre à tous les pays. Tant qu'on ne casse pas, on ne vous prend pas au sérieux. Donc, comme les résultats viennent conforter cela. Parce que quand vous prenez même le résultat global, et c'est à l'intérieur du pays où il y a assez de contractuels. Donc les résultats sont catastrophiques, notamment en Haute-Guinée, dans les régions de la Haute-Guinée. En Haute-Guinée, c'est à Kankan notamment, la préfecture de Kankan, c'est 12% d'admis. Et c'est là-bas où la mobilisation a été très grande. Si vous vous souvenez, et si on fait l'analyse des contractuels, bien entendu. Et parce que tout le monde fuit l'intérieur pour venir à Conakry, c'est les intellectuels qui prennent le relais. Et malheureusement, ils n'ont pas été satisfaits. Ils ont déserté les classes et les conséquences, c'est ce que nous vivons. Donc, on n'a pas pris cette affaire au sérieux. Et puis, il y a aussi la troisième chose, ce qui n'a pas été réglé. Je l'ai dit ici. Donc, le peu qui restait dans les classes, le plan de formation de Guillaume Awing est un plan caduc, est un plan suranné, qui n'est appliqué nulle part dans le monde entier pour un responsable éclairé, qui veut bien évidemment du progrès, qui veut qualifier son enseignement. Et parce qu'il programme les programmes de formation pendant les moments de cours. Je l'ai dit ici, après, il y a mon neveu sur la première ligne. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il est tout le temps sur la défensive quand on parle de l'éducation. Oui, bien entendu. On cherchera la cause prochainement. Oui, mais on vous dit, les spécialistes vous disent que cela n'est pas possible, ça ne se fait pas. Et quand vous appelez les enseignants en situation de classe pour les formations, il faut être rassuré qu'il y a des suppléants parce que c'est des heures perdues. Et ça ne reviendra, on ne peut pas rattraper, c'est difficile de rattraper. Et en plus, ça casse l'élan des enseignants. Donc, il y a des périodes indiquées à cela. Il y a les vacances, il y a les congés. Mais Guillaume, je ne sais pas pour quel empressement, pour quelle avidité, pourquoi, mais en tout cas, il le fait. Et quatrième chose, bon, je me limite. Parce que on parlera de l'éducation. C'est la pléthore dans les salles de classe. Pendant tout le reste de la semaine. On a dit qu'il y a 1000 salles de classe qui vont être construites ou rénovées. Ou qui sont construites ou rénovées. Je veux demain. 1000 salles de classe ou école, on ne sait pas. Oui, salle de classe. 1000 salles de classe. Ça peut être... vous pouvez faire la proportion. Si une école c'est 10 salles de classe ou 6 salles de classe. Le ministre a dit que ça commence par une classe. Non, c'est 1000 salles de classe. C'est le projet, 1000 salles de classe. On a même débattu de ce sujet ici, le budget. On a débattu de ce sujet. Alors, donc on ne sait pas combien de salles de classe réellement, parce qu'on nous a fait l'état des lieux. Et l'état des lieux était très piteux. C'était pour démontrer que rien n'est fait. Beaucoup de choses n'ont pas été faites, c'est vrai. Mais on veut savoir aussi ce qui a été fait à son temps pour pallier, pour remédier à cette pléthore dans les salles de classe. Il y a cet enseignant qui vient de nous envoyer ce message.
Oui, je suis d'accord avec vous que l'État a totalement démissionné dans l'éducation, mais il y a un aspect que vous devez comprendre. L'État ne construit plus d'écoles. Les 80% des élèves sont dans les privés. Prenez par exemple la préfecture de Dubreka où moi j'enseigne. Il n'y a que 5 lycées publics et combien d'écoles privées? Pourquoi les écoles privées n'auront pas plus d'admis? C'est la raison. Non, moi je ne suis pas sûr. Je ne suis pas très d'accord. Moi, je suis pas d'accord qu'il y ait plus d'élèves dans les écoles privées que dans les écoles publiques. Non, il y a plus d'élèves dans les écoles privées que publiques. Ou bien c'est l'inverse? Non, voilà. Je pense que si on fait la proportion... Une seule école publique, c'est beaucoup de candidats. Surtout quand vous prenez les écoles... les écoles construites les écoles africaines. Une salle de classe au public, l'effectif fait 4 fois même l'effectif d'une salle de classe du privé. Allez-y, 4, 5 ou 10 fois. Ça dépend des zones. Parce que dans la commune de Ratoma aujourd'hui, il faut voir la floraison des écoles privées. Donc je pense que sur cette question, il y a bien débat. Sur les examens, d'abord sur la question du monument, je pense qu'avec la méthode du ministre qui a consisté de vendre la peur aux élèves ou aux apprenants, a bien payé pour cette fois-ci parce qu'on a compris qu'avec Guillaume Awing, seuls les méritants passent. Est-ce que c'est ce qui a pu quand même motiver les gens à redoubler d'efforts? Donc je pense que ça peut être un premier aspect. Donc justement la rigueur qui a été imposée peut être justement ce phénomène ou ce facteur qui a quand même amené à ce qu'il y ait une prise de conscience sur les apprenants. Je ne dis pas totalement que c'est cela, mais je présume que ça peut être l'un des facteurs qui ont concouru à ce résultat. L'autre chose, sur la question de la qualification de notre système éducatif. Jusque-là, posons-nous des bonnes questions. Qu'est-ce qui a changé dans l'enseignement dans nos différentes salles de classe? C'est le même programme, c'est le même contenu, c'est les mêmes enseignants, c'est avec la même formation pratiquement. Je pense qu'il n'y a pas eu de réforme majeure qui ont quand même permis à qualifier aujourd'hui notre système éducatif. Et quand on fait un mauvais procès à l'école publique ou aux écoles publiques, n'oublions pas que ce sont les mêmes enseignants, ceux qui viennent au privé, ce sont eux aussi qui viennent enseigner dans le privé. C'est soit ceux qui sont aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont dans les privés sont ceux qui viennent donner des cours dans les publics. Ça, c'est le cas à Conakry. Donc, c'est le plus souvent le cas à Conakry. Maintenant, vous savez, il y a un problème de conception ou un problème de vision, surtout en ce qui concerne l'école. Aujourd'hui, il y a cette autre question qu'on devrait se poser. Qu'est-ce qu'on veut de notre école? Quel genre d'école on veut? Parce qu'aujourd'hui, la tendance est qu'on ne s'inscrit pas dans ce qu'on a appelé, il y a un passé récent, l'école pour tous. Mais aujourd'hui, l'école, c'est pour les riches. Parce que la conception qui est là, il faut être dans les grandes écoles et on ne sait pas quel est le pacte qui est scellé entre les promoteurs d'écoles privées et les autorités au plus haut niveau. Et surtout, on sait un peu du système. Et depuis que Guillaume est là, la part belle est faite aux écoles privées. Donc ça doit nous interroger et on sait quelle est la capacité de corruption de ces écoles. Parce que plus tu as un taux d'admission élevé, plus l'année prochaine, ça draine du monde vers ton école. Et puis ça fait aussi... Voilà, donc c'est une question de business, c'est une question de marketing. Et pour terminer, il faut quand même apprécier ce qu'on pourrait appeler désormais ce phénomène d'exode scolaire ne pourra pas avoir lieu parce qu'on sait qu'avec les 2 premiers qui sont venus de l'intérieur du pays, ça va nous aider à stabiliser aujourd'hui les apprenants au niveau dans les communes rurales parce que voilà, on pensait que pour être bon, il faut être dans les grands centres ou dans la capitale ou à Conakry ici. Mais aujourd'hui, avec ces différents résultats, les grandes écoles privées de la capitale raflent les trucs. Même ceux qui ne changent pas, les 2 premiers aujourd'hui amènent aux gens, peuvent amener les gens à rester sur place parce qu'on peut avoir l'espoir qu'un jour on peut décrocher. Surtout à notre époque, les premiers de la République venaient tous ou quasiment de l'intérieur du pays. Les premiers, voilà, donc vous pouvez prendre de 93 jusqu'en 2000. Voilà, donc les meilleurs venaient de l'intérieur du pays. Et même dans les universités, les meilleurs sont ceux qui viennent de l'intérieur du pays. Donc je pense qu'il faudrait quand même surtout veiller sur ces gens-là et il faudrait qu'on amène aux apprenants de comprendre quelque chose. Comme l'a dit Confucius,
apprendre sans réfléchir, c'est vain, hein? Mais réfléchir sans apprendre aussi, c'est dangereux. Aujourd'hui, parce que j'ai vu un lauréat dire, la lauréate, non, si vous permettez, la première de la République en sciences sociales, elle a fait les sciences sociales, mais elle dit qu'elle veut être ingénieure. C'est quand même, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Non, c'est l'autre, le premier. Non, c'est la première de la République. Non, Irénée l'a dit ça. C'est la première de la République. Tu ne peux pas faire les sciences sociales et puis dire que tu veux être. Il faut qu'on accorde aussi au premier de la République une bourse occidentale et non pas le Maroc. Depuis la 12e année, c'est vrai. À mon avis, cette jeune fille n'est pas. Elle n'est pas première de la République par hasard. Et dans son. Elle n'est pas première de la République par hasard. Abouakar Somparé, elle n'est pas présidente de l'Assemblée nationale. Elle n'est pas première. Donc, elle est nièce ou fille de Amara Somparé. En tout cas, l'examen aussi n'est pas le meilleur moyen d'évaluer le niveau de quelqu'un. Oui. Donc, elle est la fille d'un frère de Amara Somparé. Exactement. Donc, c'est la nièce du ministre Amara Somparé. Non, c'est une précision que je donnais. Oui, c'est important, oui. Elle n'est pas première par hasard, c'est elle-même qui a relevé. Amara aujourd'hui, c'est elle-même qui... C'est Amara qui doit l'emporter maintenant. Allez-y, oui. Oui, je dis qu'elle n'est pas là par hasard. C'est elle-même qui l'a dit et elle l'a dit dans l'interview. Non, elle est consciente que c'est contradictoire, donc, mais elle le dit quand même qu'elle veut devenir ingénieure. Donc elle sait pourquoi elle n'est pas première par hasard. Et sur la variation, ce qu'il faut expliquer sur la variation, c'est surtout qu'est-ce qui s'est passé en 2022. Parce qu'à vrai dire, c'est le chiffre de 9% de 2022 qui est exceptionnel. Quand on regarde par exemple les 5 voire 6, 7 dernières années, on est toujours dans les 20%. 2018 26, 2019 24, 2020 exceptionnellement 44, 2021 25 et 2022 9 et 2023 on revient à 27. Donc là on peut dire que c'est un retour à la normale quand on voit les 10 dernières années. Maintenant sur la fracture sociale, c'est très important ce que relève Sanso. Et il faudrait aller plus loin et les autorités doivent se saisir de cette question. Il a bien dit la fracture entre école privée et école publique. Mais je suis sûr que si on regarde la fracture entre milieu rural et milieu urbain, elle sera encore plus illustrative. C'est-à-dire d'abord même entre la capitale et l'intérieur, mais surtout entre les centres urbains et les centres périurbains, surtout périurbains également. Exactement, surtout sur les écoles primaires, puisque c'est ceci qui est souvent dans les milieux ruraux où on a au moins des écoles primaires. Mais ça dit quoi? C'est tout simplement la démission. La démission de l'État, mais c'est consécutif à ce que j'appelle la libéralisation sauvage qu'a vécu la Guinée à un certain moment. Ce n'est pas propre à l'éducation. Ce n'est pas propre à l'éducation. Vous pouvez illustrer cela dans plusieurs domaines. L'État a complètement démissionné et au lieu de libéraliser sainement, il a libéralisé sauvagement avec des conflits d'intérêts. Vous parlez de ceux qui ont des intérêts écoles privées et qui sont dans l'État. C'est la même chose partout. Vous voyez comment aussi ceux qui étaient peut-être au ministère de l'économie... Avec les cliniques aussi, la santé au sein de la santé aussi. La corruption est venue complètement détruire cette idée de libéralisation et la libéralisation s'est transformée vraiment en un désastre. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de payer le prix fort, malheureusement. Et si on parle de refondation, c'est extrêmement important. D'ailleurs, la refondation, ce qui a manqué d'ailleurs, ou ce qui manque, il n'est peut-être pas trop tard, il faut qu'il y ait une ligne idéologique. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut pour le pays concrètement. Là, c'est une vraie question sur la question publique et privée, sur les investissements qu'on fait pour réparer cette fracture, parce que c'est tout un pan de la population qui c'est une injustice très grave et qui peut avoir des conséquences très graves. Je termine par là. Vous savez, on combat aujourd'hui le terrorisme partout, mais la plupart des spécialistes vous le disent. Vous combattrez jamais le terrorisme par les armes. C'est les causes qu'il faut combattre. Et dans ces causes, il y a souvent la démission de l'État. Partout, vous verrez la démission de l'État. De la rébellion, il va se faire remplacer par ce qu'il y a. Parce que la nature a horreur. L'origine de la rébellion,
rébellion. Donc ça, c'est très important. Toujours. Et l'éducation, il n'y a pas autre. Et l'éducation, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin aussi de beaucoup épiloguer pour savoir à quel point l'éducation est importante. Et le terrorisme aussi, c'est un choix. À présent, on se tourne. Ils sont nombreux qui ont réagi, qui nous excusent. On ne prendra pas en compte aujourd'hui leur contribution. Encore une fois, toutes nos excuses à vous qui nous regardez, qui réagissez sur nos différentes plateformes et par SMS. Il est déjà ici dans ce studio et sur ce plateau notre invité,